Ah, donc moi je suis José Braz, donc je suis psychomotricien de formation, j'ai aussi une formation en sciences de l'éducation et j'interviens régulièrement soit en formation de professionnels de la petite enfance ou alors j'interviens dans les structures pour accompagner les équipes et justement faire des observations puisque c'est le thème de la... Le thème de notre rencontre. Hein, voilà. Donc il m'arrive d'observer à la fois des enfants mais aussi des adultes dans leur fonctionnement d'équipe. Voilà, on le verra tout à l'heure. L'observation, c'est quelque chose qui est vraiment orienté vers un but, ce qui veut dire que le but, ça peut être effectivement soit le public qu'on accueille, hein, l'enfant en relation avec son parent, ça peut être aussi un moment à observer, mais ça peut être aussi le fonctionnement de l'équipe parce qu'on estime qu'il y a quelque chose qui va pas bien ou qu'on pourrait améliorer dans une équipe. Hein. On en reparlera de tout ça. Voilà. Donc je fais beaucoup d'observations sur le terrain. Alors, je travaille aussi comme enseignant dans une école, hein, c'est l'école santé sociale du Sud-Est, avec les éducateurs de jeunes enfants. Ça parle peut-être à certaines personnes dans l'assemblée, cette école. Et justement, avec les étudiants éducateurs de jeunes enfants, on travaille sur un journal d'observation. Ça parlera peut-être à certaines personnes, ce qu'on appelle le journal de bord ou le journal d'études de situation de communication, où justement les étudiants vont observer le fonctionnement d'une équipe pour voir comment se déroule la communication au sein de l'équipe et voir éventuellement ce qui fonctionne ou ce qui dysfonctionne. Alors c'est un exercice qu'ils font pour leur DE, leur diplôme d'État, mais c'est aussi un outil qui peut être utilisé après quand on est sur le terrain pour observer et améliorer les relations dans une équipe. Voilà. Donc, vous voyez, l'observation, c'est vraiment un sujet avec lequel je travaille depuis un petit moment. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre un petit moment là pour vous donner 2-3 éléments un peu, j'allais dire, théoriques sur l'observation. Et ce que je vous propose, c'est après de passer à des questions ou des réactions, parce que ce qui est intéressant, c'est effectivement, au-delà des éléments théoriques, de se centrer sur des choses qui vous intéressent, des questions que vous pouvez avoir. Hein. Donc vous n'hésitez pas, hein. Même si des questions vous viennent là pendant que j'explique deux, trois choses, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Hein. Voilà. Alors, déjà, une première chose, alors peut-être que certaines, c'est peut-être des choses que certaines connaissent ou certains connaissent, regarder et observer, ce sont des choses qui sont complètement différentes. Alors, je m'explique. Quand on regarde, en fait, on fait rentrer en nous, au travers d'une modalité qui est notre appareil visuel, des éléments qui nous sont extérieurs. Ça veut dire que quand on regarde, on prend plein d'éléments dans notre environnement qui viennent comme ça en nous. Et ces éléments-là, à un moment donné, vont provoquer ou pas des réactions. Voilà. Alors quand on observe, on a une action qui sera beaucoup plus précise. Quand on observe, on va pas prendre tous les éléments qui nous viennent, mais avant d'être dans cette posture d'observateur, on va se déterminer ce qui nous intéresse, ce sur quoi on va se focaliser. Donc l'observation, c'est un petit peu comme sur un appareil photo, une focale. Ça veut dire qu'on réduit le champ de ce qui va rentrer dans notre appareil psychique, dans notre cerveau. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui doit être fait, quand on observe, il y a un travail qui doit être fait en amont, ça veut dire avant l'observation, et qui va permettre déjà, alors on va le voir, hein, de se mettre d'accord sur ce qu'on observe, Est-ce que la situation qu'on observe, elle est pertinente? Parce que ça, c'est important, hein. Comme je vais vous l'expliquer, le début d'une observation va commencer toujours par quelque chose qui nous préoccupe, quelque chose qui nous surprend, et à partir de là, on met en œuvre ce protocole, cette manière de regarder, d'observer. Mais peut-être que c'est peut-être pas pertinent. Peut-être que moi, ce qui me surprend, ce qui me pose question, ce qui m'interroge, ne va pas poser des questions à mes collègues. Et peut-être que là, on va se poser la question de est-ce que c'est pertinent d'observer cette situation. Voilà. À partir du moment où après on juge que c'est pertinent, là après on va construire un outil qui va nous permettre justement d'être le plus objectif possible. Alors le terme objectif, ça veut dire qu'on prend de la distance
par rapport à ce qu'on observe. Ça veut dire qu'on ne va pas se laisser polluer, si je peux utiliser ce terme-là, par des choses qui sont en nous. Voilà. Parce que quand on regarde, on a des filtres en fait. Quand on observe aussi d'ailleurs, le but justement de l'observation, c'est d'essayer d'enlever ces filtres-là et d'en mettre d'autres. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais quand on regarde, on n'est pas passif. Il y a des choses qui rentrent dans notre cerveau, mais ces choses-là, elles sont traitées, analysées. Et donc, elles vont passer par plusieurs filtres. Le premier filtre, c'est mes émotions. Ça veut dire qu'on va... Chez l'être humain, le cerveau, il est assez basique. Hein. Il va être attiré, l'attention va se focaliser généralement sur des choses qui font peur ou des choses qui sont désagréables. C'est très basique le cerveau au départ. Hein. Ça veut dire que si je suis dans une situation où je perçois quelque chose comme dangereux, ben mon attention va être orientée vers ce danger potentiel, justement pour pouvoir essayer de me préserver ou pour pouvoir me sauver. Voilà. Si je suis dans une situation désagréable, ben c'est pareil, hein, on va essayer de sortir de cette situation désagréable. Donc vous voyez déjà ces deux éléments-là, un élément émotionnel et puis un élément purement... physiologique, hein, être dans une situation désagréable, parfois, c'est pas forcément lié à une émotion, hein, c'est un mal-être qui peut être généré par quelque chose, parfois, que je ne perçois pas. Bah, déjà, ce sont des choses qui me sont propres à moi. Voyez, d'un individu à l'autre, on n'aura pas peur des mêmes choses, on n'aura pas un malaise qui sera provoqué par les mêmes choses. Voilà, déjà, ça, c'est les deux filtres basiques qu'ont les êtres humains. Deuxième chose, ce sont les valeurs. Vous savez, on a tous des valeurs. Je ne sais pas si ce terme vous parle. Les valeurs, c'est des idées fortes qu'on nous transmet. Alors, c'est l'éducation qui nous transmet ça, la socialisation, auquel on va adhérer. Et à partir des valeurs, on va avoir une analyse assez basique du monde. C'est bien, c'est pas bien. Voilà. Ces gens-là ont un bon comportement, ces gens-là ont un mauvais comportement. Vous voyez ? Donc les valeurs généralement, elles permettent d'unir les personnes, hein, de souder les groupes, mais elles permettent d'avoir une lecture assez simple des situations, des comportements et des personnes. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est pareil. En fonction de notre éducation, de notre socialisation, on n'a pas les mêmes valeurs. Voilà. Donc vous voyez déjà, il y a ça. Et puis après... Il y a aussi ce qu'on appelle, alors ça c'est un filtre qui vient plus tard, souvent qui est présent chez les professionnels. On va avoir des filtres qu'on appelle conceptuels. Alors je ne sais pas si le terme vous parle, c'est des idées qu'on acquiert quand on apprend un métier. Voilà. Alors, là, vous êtes tous des professionnels de la petite enfance, mais vous voyez que vous avez tous des métiers différents. Certaines sont auxiliaires, d'autres éducateurs, d'autres... après, je ne sais pas les titres que vous avez sur le terrain, mais vous voyez, on a des métiers différents. Mais malgré tout, dans ces métiers-là, il y a des choses communes. Dans toutes les formations, vous allez avoir justement des valeurs. Alors, les valeurs professionnelles, c'est les points de vue qu'on a maintenant sur l'enfant, qui sont communes à tous les métiers. Un enfant de maintenant n'a pas du tout la même importance qu'un enfant d'il y a 100 ans. Vous voyez, hein, ça c'est une chose qui est importante. Le point de vue et le regard qu'on porte sur l'enfant dans une société évolue. Et voilà, nous dans nos métiers, on a tous normalement le même point de vue, le même regard sur l'enfant. Ça c'est des valeurs propres à nos métiers. Par exemple, éduquer un enfant, le socialiser... ça, c'est des valeurs aussi qui sont propres à nos métiers, puisque c'est le cœur du métier. Quand on accueille des enfants, on n'est pas là uniquement pour s'occuper d'enfants en l'absence de leurs parents. On est aussi dans des dispositifs socio-éducatifs. Hein. Il y a des projets pédagogiques, des projets éducatifs, c'est dans l'autre sens, qui nous disent bien que notre métier, c'est d'éduquer, de socialiser les enfants. Voilà. Donc, vous voyez... on va donc avoir un regard un petit peu particulier en tant que professionnel, justement sur l'éducation, sur la socialisation des enfants, qui peut être complètement différent de celui qu'on pourrait avoir en tant que parent, quand on est dans les deux positions. De la même manière, nos valeurs professionnelles, elles peuvent être complètement différentes de celles des parents des enfants dont on s'occupe, voyez.
Mais globalement, dans tous les métiers de la petite enfance, on va voir à peu près, puisque souvent on lit les mêmes livres, on se réfère aux mêmes théoriciens, donc on va avoir une valeur commune sur l'enfant et sur son accompagnement. Il y a aussi des choses qu'on apprend sur le développement de l'enfant. Hein. Je pense que dans toutes vos formations, vous avez entendu parler de développement psychomoteur, psychoaffectif, développement cognitif, hein, c'est la construction de l'intelligence. Donc vous voyez, quand on s'occupe d'enfants, on a une idée qu'on a acquise pendant nos formations sur comment doit se dérouler ou comment vont se dérouler ces processus de développement. Voilà. Alors que vous voyez bien que les parents n'ont pas forcément cette idée-là. Ils ne savent pas précisément voilà, comment ça se passe, même s'ils en ont une idée. Hein, voilà. Donc vous voyez, ça c'est un autre filtre qui nous est un petit peu rajouté. Donc quand on observe la réalité, vous voyez bien, quand on observe le réel, alors ça, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Hein. Ça vous parle, là, cette différence de réel et de réalité? Oui, non, non. Si. Bon, je vais le redire quand même. Parce que... Alors, le réel, c'est ce qui normalement se passe pour de vrai. Ça veut dire que le réel, normalement, si on était objectif, voilà, si on n'était pas pris par tous ces filtres, c'est des choses concrètes, c'est ce qui se passe. La réalité, c'est ce que moi je perçois du réel. Ça veut dire que moi, au travers de mon regard, je vais interpréter, je vais traiter les éléments du réel pour en faire ma réalité. Ça veut dire que pour une même scène, pour une même situation, quand on est deux personnes différentes, pour un même réel, il y aura deux réalités différentes. Voyez ? Donc, vous voyez bien là déjà le problème que ça peut poser en termes d'observation. Hein. Voilà. Alors, nous, en tant que professionnels, quand on perçoit le réel, on essaye de le percevoir le plus possible au travers de nos filtres professionnels. Parce que non seulement c'est des filtres communs, ça veut dire qu'on va tous à peu près avoir la même avis sur ce qu'on a vu, à peu près. Et puis, c'est des filtres, comme on dit, un peu objectifs. Ça veut dire que quand on lit, quand on essaye, par exemple, de comprendre le développement de l'enfant, on va se baser sur des représentations du développement de l'enfant qui ont été construites par des personnes qui ont eu une démarche un peu objective, scientifique. Ça veut dire que c'est pas leur opinion... du matin, en se levant, tiens, ils ne se sont pas dit aujourd'hui je vais voir le développement de l'enfant de cette manière. Ils ont étudié, ils ont observé, voilà, ils sont peut-être revenus sur ce qu'ils ont vu. Donc ça correspond à peu près à une forme de réel, à peu près, hein, c'est jamais vrai. Hein, voilà. Donc en tant que professionnel, si on est sur ces représentations-là, on peut à peu près parler des mêmes choses. Alors, toute la difficulté, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que quand on observe, on a nos valeurs, notre filtre individuel et notre filtre professionnel. Et toute la différence, c'est qu'il ne faut pas que... Alors, faut pas que le personnel il agisse plus que le professionnel. Et parfois, mais je pense que c'est des choses que vous avez vécues, hein, parfois on réagit, mais on n'est pas en train de réagir en tant que professionnel, on est en train de réagir comme individu. On est choqué par des situations, parce que c'est l'individu et pas le professionnel qui parle. Ce qui est pas mal, hein, c'est humain. Hein. Mais parfois, ça peut nous mettre dans des situations où on a l'impression de voir des choses qui sont inquiétantes. Et puis finalement, quand on en parle à d'autres, ça n'inquiète pas les autres. Et là, on voit qu'effectivement, ce n'est pas perçu pareil. Voilà. Donc vous voyez, l'idée en tant que professionnel, c'est justement c'est justement d'être plutôt sur des représentations professionnelles. C'est pour ça que dans une équipe, parfois, même souvent, il est important que les gens puissent se confronter les uns aux autres. Ça veut dire que parfois on se recadre en se disant mais non, ça, ce que tu es en train de penser, c'est toi ou tu t'inquiètes peut-être un peu. C'est des choses que peut-être vous vivez dans les équipes. Hein. Des fois on rassure les collègues en disant non mais t'inquiète pas, moi je le perçois pas comme ça, il va pas si mal que ça cet enfant-là. Voilà. Et du coup on arrive plus ou moins à un petit peu apaiser ce côté personnel qui émerge un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, il y a déjà ça qui est important dans l'observation, c'est d'être dans une relation d'équipe qui permette déjà de faire un travail avant l'observation, en amont. Ça veut dire qu'une observation, elle part toujours, comme je disais tout à l'heure, d'une inquiétude. On s'inquiète pour un enfant, on s'inquiète pour une relation qu'il peut y avoir entre un enfant et un parent.
on peut s'inquiéter aussi pour une relation d'équipe, hein, parce que l'observation, c'est pas forcément centré sur les usagers de nos structures, hein, ça peut être aussi à l'intérieur. Hein, voilà. On s'inquiète, ce qui est tout à fait humain, et à partir de là, on va déjà se questionner sur cette inquiétude. Est-ce que cette inquiétude, elle est fondée ou pas? Alors, pour ça, ça peut se faire effectivement au sein de l'équipe, voilà, mais ça peut se faire aussi en faisant appel à quelqu'un d'extérieur à l'équipe. Parfois, dans l'équipe, c'est pas possible. Donc, on va faire venir quelqu'un. Alors, quelqu'un soit qui est complètement sorti de l'équipe et qui va avoir un regard qui n'est pas du tout pris par les relations de l'équipe. Parce que dans une équipe, il peut y avoir des mouvements d'influence. Les gens peuvent s'influencer les uns les autres, se contaminer émotionnellement. Hein. Je pense que c'est des choses que vous avez vécues. Hein. Des fois, je suis inquiet, puis j'inquiète tout le monde au travers de mon inquiétude. Voilà. Donc, quelqu'un qui n'est pas dans le système va peut-être se relativiser. Ça peut être aussi, alors ça c'est ce que je fais moi régulièrement, c'est faire venir quelqu'un qui a un regard expert. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a une inquiétude, c'est une inquiétude qui est un peu trop technique, on va dire, ça dépasse nos compétences à l'intérieur de l'équipe, donc on va faire appel à quelqu'un qui va avoir un regard un petit peu plus précis, un peu plus expert sur la situation. Voilà, ça c'est ce qui se passe quand on fait appel à, par exemple, je cite souvent cet exemple, c'est par exemple le médecin de PMI, par exemple, on peut faire appel au médecin de PMI qui va venir avec son regard médical. Ça peut être la puéricultrice, ça peut être des psychomotriciens qui sont externes ou internes, si la personne à un moment donné a la légitimité de pouvoir regarder ou observer en tant que psychomotricien ou psychomotricienne, vous voyez. Donc là, on fait appel à quelqu'un qui va apporter un regard un petit peu plus expert, on va dire. Voilà. Et du coup, à partir de ces différentes possibilités-là, on va pouvoir traiter l'inquiétude. Et à partir de là, on pourra mettre en place des choses qui vont permettre soit d'observer réellement l'enfant puis d'essayer de voir si cette inquiétude elle est fondée, ou alors de rien mettre en place du tout. Ça, c'est ce qui arrive le plus souvent possible. Hein. Généralement, on voit que dans des équipes, souvent, l'inquiétude, elle est là, mais ça n'a pas d'impact réellement sur le réel. Hein. L'enfant, finalement, il ne va pas si mal que ça. Hein. C'est juste les adultes qui sont inquiets pour lui. Puis après, par effet de contamination, ou parfois, je ne sais pas si vous connaissez la notion d'effet Pygmalion. Ça vous parle ou pas? L'effet Pygmalion, c'est que quand on pense que quelqu'un est comme ça, au bout d'un moment, si on le pense très fort, la personne, elle devient comme ça. Il y a des enfants qui au regard de ce qu'on pense d'eux, deviennent ce qu'on pense d'eux. Voilà. Et vous voyez, il y a des incidences comme ça qui, si on arrive à calmer tout le monde, à apaiser les gens, à leur donner un autre regard sur l'enfant, ça s'apaise et il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans l'observation. Par contre, si l'inquiétude est fondée, là on va justement essayer de prendre du recul et d'essayer d'être le plus objectif possible dans les observations. Alors, cette notion d'objectivité, cette notion de prise de distance, alors elle existe et elle n'existe pas. Ça veut dire que même si on veut être objectif pour observer quelqu'un, quelle que soit la profession, on a toujours une influence sur ce qui se passe. Si je me pose et que j'observe une situation, eh ben ça se trouve, là, juste le fait que je sois là, ça va modifier la situation, ça va modifier le comportement de l'enfant. Ça, il faut toujours l'avoir en tête. Hein. On n'est pas neutre. Voilà. Pour être neutre, il faudrait, c'est ce que font certains chercheurs, hein, c'est de poser des caméras et de filmer une situation sans que les acteurs de la situation soient au courant qu'ils sont filmés. Voilà, voyez. Parce que si vous dites, je ne sais pas, un adulte, vous allez être filmé, automatiquement, lui va induire des choses et la situation ne sera pas la même. Voilà. Donc vous voyez, c'est un dispositif un peu particulier parce que ça pose deux problèmes. Premier problème, c'est un problème légal. Est-ce qu'on a le droit, en France, on n'a pas le droit de filmer quelqu'un à son insu. Hein. Vous voyez bien que sur la place publique, on vous met zone sous vidéosurveillance, article je ne sais pas combien. Voilà, on est obligé de prévenir les personnes. Et ça pose aussi un problème éthique. Mais au-delà du problème légal, c'est que ne pas dire à quelqu'un qu'on est en train de le filmer, ça peut lui poser un problème personnel. Ça peut venir un petit peu trahir, altérer la confiance
que la personne peut avoir dans l'équipe, si c'est l'équipe qui a mis en place ce protocole. Donc vous voyez, c'est très compliqué à faire ça dans une situation comme celle dans laquelle on travaille nous, hein, dans les environnements professionnels. Ça peut se faire dans des labos, mais le côté éthique est toujours préservé, on va dire. Voilà. Donc vous voyez, la présence d'un observateur est vient toujours modifier la situation. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas pour ça qu'on ne va pas observer. Hein. À un moment donné, dans certaines situations, on est obligé d'observer. Alors, ce qu'il faut essayer, c'est à un moment donné d'être le plus neutre possible. Alors être le plus neutre possible, c'est ne pas participer à la situation qu'on observe. Ça veut dire quand on observe, on n'agit pas. Parce que dès qu'on agit, dès qu'on est dans l'action, bah déjà du point de vue cognitif, hein, au niveau du cerveau, le cerveau il est obligé de partager les ressources. Hein. Il est obligé de travailler pour exécuter la tâche qu'on est en train de faire, puis en même temps il est obligé de travailler pour observer. Donc vous voyez, l'efficacité du cerveau, elle est un petit peu diminuée. Donc il faut vraiment se mettre en retrait. Et puis comme je disais tout à l'heure, quand on est impliqué dans une situation, bah, on induit des choses. Voilà. Moi je donne toujours l'exemple de l'arbitre de foot. Hein. Un arbitre, il ne joue pas. Un arbitre qui serait joueur, bah, il ne serait pas tout à fait un bon arbitre. Parce qu'il ne verrait pas tout, il induirait des choses dans le jeu, donc du coup, ce n'est pas possible. Donc voilà. Donc si un jour vous faites une observation, pensez bien que le professionnel, il doit être complètement disponible pour ça. On ne peut pas lui demander de changer un enfant, par exemple, si ça doit se faire. Il faut vraiment que le laps de temps pendant lequel il observe, ben, ça soit un laps de temps où il ne fait rien. Voilà, ça c'est une première chose. Et puis après, il faut que la personne elle soit la plus neutre possible. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle s'agite, il ne faut pas qu'elle se déplace, il faut qu'elle soit en position d'observateur, hein, vraiment dans une position un peu en retrait. Hein. Voilà. Voilà, donc vous voyez déjà ça c'est important, hein, déjà de réfléchir à cette position d'observateur. Et puis après, on va essayer de réfléchir à des critères d'observation. Alors les critères d'observation, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est une manière de réduire le réel. Ça veut dire qu'on va s'attacher à observer ce qui nous pose problème, pas tout ce qui se passe autour. Parce qu'on peut se laisser vite parasiter par plein de stimuli, de nombreux stimuli qui se passent, qui naissent ou qui se produisent dans la situation. Donc du coup, on va essayer de focaliser l'attention de la personne sur la situation qu'on va choisir d'observer. Alors comme j'ai pris un exemple tout à l'heure avec vos collègues, par exemple, si on décide de regarder la qualité de la marche d'un enfant, eh ben, on regardera que la marche. On ne regardera peut-être pas ce qui se passe au-dessus. Vous allez me dire que peut-être ce qui se passe au-dessus, ça a une influence sur la marche. Mais si on commence à tout regarder, tout a une influence sur la marche. Peut-être que le fait d'allumer et d'éteindre les lumières, peut-être, c'est pas peut-être, ça a une influence sur la marche. Parce que nos yeux, ils prennent des repères. Donc vous voyez, à un moment donné, on va se limiter. Voilà, pour avoir une attention qui est vraiment focalisée sur ce qui pose problème. Et puis après, on va toujours observer, pas dans le vide, comme je disais tout à l'heure, pas comme quand on regarde, mais par rapport à des critères qui ont été déterminés avant. Ça veut dire que dans toutes les situations, vous avez une manière à peu près normative. Normative, c'est une norme, hein, c'est ce qu'on a jugé qui était à peu près correct de faire, et puis une manière qui est un petit peu moins normative, qu'on juge qui n'est pas suffisamment correcte. Donc nous, on va essayer de trouver la manière normative. Ça veut dire que si je reprends mon exemple de la marche, ben, on va aller regarder qui sont les personnes qui ont pertinemment travaillé sur la marche. Ils vont vous dire, ben, une personne qui marche à peu près correctement, ou un enfant à tel âge, quand il marche correctement, il doit marcher comme ça, en faisant tel pas, en déroulant le pied, en le déroulant pas. Vous voyez, il y a des critères, hein. Et nous, on va essayer justement d'aller rechercher ces critères dans le réel. Voilà. Et là, c'est assez simple. Soit on retrouve pas. Ça doit être comme ça, en fait. Hein. On retrouve pas.
Voilà. Et là, vous voyez, là, on est vraiment centré sur quelque chose qui est réduit et pertinent. Voilà. Alors, j'ai pris l'exemple de la marche, mais après, ça peut être une relation, ça peut être une manière de jouer. Hein. Ça, c'est vous qui allez vraiment déterminer, au travers de la fameuse inquiétude fondée, ce qui doit être observé ou pas. Voilà. Ça peut être une relation entre un adulte et un enfant. Alors, justement, relation entre un adulte et un enfant, vous allez me dire, il y a de la relation du matin au soir. Mais vous voyez bien que du matin au soir, il n'y a pas forcément des choses qui inquiètent. Peut-être que c'est la relation pendant le change. J'ai du mal à changer cet enfant. J'ai du mal à lui donner à manger. Donc, vous voyez, on va déjà réduire le temps et le lieu et le moment de l'observation. Voilà. Vous voyez. Après, voilà, on essaye de recueillir des informations de cette manière-là, au travers des critères. Puis après, comme toujours, on essaye de revenir dans le groupe, en équipe, pour en reparler. On part toujours du groupe, on a fait notre observation et on ramène toujours nos observations au sein de l'équipe, pour justement, après, en faire quelque chose. Parce que, comme j'explique souvent, quand on observe, c'est forcément pour soit changer quelque chose. Ça veut dire que, imaginons qu'un enfant ait du mal à manger ou ne sache pas encore manger. L'idée, c'est d'essayer de savoir où il est, quelles compétences il a, cet enfant. Et nous, en tant qu'éducateurs, quel que soit notre métier, c'est d'essayer de proposer un accompagnement adapté à l'enfant pour qu'il améliore ses compétences. Donc, vous voyez, l'observation, elle va permettre de proposer une position professionnelle, une manière de faire, peut-être de mettre un protocole en place pour que l'enfant évolue. Voilà, ça c'est une chose. Observer, c'est peut-être aussi pour pouvoir en parler. Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être qu'on a besoin de parler aux parents, de dire quelque chose aux parents sur l'inquiétude qu'on a sur l'enfant, pour que les parents puissent en faire quelque chose. Peut-être que pour que les parents puissent l'emmener en consultation, ou que les parents changent leur attitude, parce que peut-être que l'inquiétude qu'on a, ou la difficulté, ou le comportement de l'enfant, il est lié à quelque chose qui est dans la relation, quelque chose qui ne va pas bien, ou qui ne se passe pas bien dans la relation parent-enfant. Donc, on va partir de là pour justement travailler sur ce qu'on va restituer aux parents, pour peut-être les aider. Vous savez, souvent on a ce qu'on appelle des situations d'étayage parentaux, voilà, où on essaye d'accompagner, de soutenir le parent, ou alors éventuellement d'inciter le parent à aller consulter ou voir quelqu'un qui peut l'aider dans sa difficulté avec l'enfant. Voyez. Voilà, ça c'est une chose aussi. Et puis après, il y a aussi des observations qui vont permettre d'orienter l'enfant. Orienter l'enfant, c'est l'envoyer vers un autre dispositif. Globalement, c'est souvent des dispositifs médico-sociaux vers lesquels on envoie les enfants. On a l'impression, on sent qu'il y a des comportements qui peuvent être de l'ordre du pathologique. Et là, effectivement, il faut vraiment parler de manière objective aux parents, pour que le parent, déjà, il aille voir peut-être, déjà qu'il soit convaincu. Et puis après, pour qu'il aille voir le bon professionnel qui peut prendre en charge son enfant. Voyez. Donc, vous voyez, l'observation va toujours avoir une finalité. On en fera toujours quelque chose. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on va faire pour se faire plaisir, ou alors pour passer le temps, puisqu'on n'a rien à faire. Voilà. Donc, ce qui veut dire que généralement, on devrait ne pas faire beaucoup d'observations. On doit mettre en place des situations d'observation quand vraiment il y a une inquiétude, quelque chose qui est fondé. Voilà. Après, il y a aussi des observations qui sont des observations dites didactiques ou pédagogiques. Quand on a des stagiaires, par exemple, on peut travailler sur l'observation du stagiaire pour l'accompagner dans sa démarche de formation. Ça, c'est pareil. Il faut toujours... Les critères, là, ça va être les critères que vont vous donner les centres de formation. On vous envoie le stagiaire pour développer telle ou telle compétence. Voilà, on va observer si ces compétences sont là, si l'étudiant ou le jeune, ou même le moins jeune, parce que des fois il y a des étudiants qui sont un peu plus âgés, acquiert ces compétences-là, se professionnalise, et effectivement après on va pouvoir évaluer et restituer au centre de formation. Voilà, donc là vous voyez on est dans une observation qui est une observation plutôt pédagogique.
alors, hein, ça marche pas. Après, ça peut devenir aussi un mécanisme de travail où on fait de l'observation parce que ça nous parle, oui. Et on observe parce qu'on répond aux besoins de chaque enfant. Oui, oui, alors il y a différents. Voilà. Ça peut ne pas être une problématique, mais ça peut être une démarche de travail. Oui, mais ça va être une observation qu'on va appeler nous, enfin, c'est une observation un petit peu spontanée, on va dire, qui permet d'avoir un retour ou un feedback sur ce qu'on fait. Voilà. Normalement, ça, tous les professionnels devraient avoir cette capacité. Oui, mais souvent on fait de la vigilance et non pas de... Voilà, mais c'est quelque chose qui est effectivement... qui devrait être présent chez tout le monde, que moi je vois pas tout le temps chez tout le monde, hein. Il y a beaucoup de gens, mais il n'y a pas que dans les professionnels de la petite enfance, hein. Vous savez, c'est comme dans tous les métiers, à un moment donné on fonctionne en mode automatique, hein. Il y a des gens qui n'ont pas le feedback sur ce qu'ils font, ou alors qui ne sont pas en capacité, ou qui ne peuvent pas, ou qui n'ont pas envie, ou voilà. Après ça se travaille, c'est pas forcément quelque chose qu'on doit avoir comme ça de façon innée, ça se travaille en équipe et c'est une démarche volontaire. Oui, oui, oui. Voilà, c'est une compétence qu'on développe, c'est une aptitude qui devient une compétence. Et qui devient un travail d'équipe et qui devient après un travail individuel, etc. Mais là, effectivement, on peut le faire de manière informelle, chacun pour soi, mais ça peut être une observation qui peut être faite dans l'équipe. Ça veut dire que on va mettre un autre professionnel ou quelqu'un d'extérieur qui va observer justement les comportements, les professionnels, face aux enfants et effectivement déterminer si ces comportements-là changent, enfin déjà sont adaptés, pas adaptés, ou alors si en fonction de l'âge d'un enfant, la personne a cette capacité d'adaptation. Oui. Voilà. Quand vous disiez il faut que la personne soit dégagée, qu'elle fasse de l'observation, etc., il y a aussi l'observation que l'on développe en tant que compétence. Oui, oui, mais tout le monde, oui, je comprends, mais tout le monde n'est pas capable de le faire, ça. Vous savez, je vais vous prendre un exemple. C'est comme le compteur de vitesse sur votre voiture. Normalement, on doit être tous capables, quand on conduit, de regarder notre vitesse. Mais après, on peut tendre aussi vers. Voilà. Mais vous voyez bien que parfois, au bout d'un moment, soit des fois on ne regarde plus, ou alors on ne regarde pas parce qu'on s'en fiche. Et vous avez l'objectif, c'est le flash sur le bord de la route. Et clac, lui, il vient vous dire « Ah !» Voilà. Parce qu'effectivement, ces compétences-là d'adaptation, on devrait tous les avoir. Mais vous voyez bien que c'est compliqué, hein. Ça touche effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, une notion de professionnalisme. C'est pas parce qu'on bosse qu'on est tous professionnels, qu'on a tous la notion on a une professionnalité, un professionnalisme, chacun est un petit peu différent. Il y a aussi des personnes parfois qui l'ont, mais comme ils sont dans des situations d'urgence ou des situations automatisées, qui n'ont plus du tout la capacité de le mettre en œuvre. Ça c'est important parce que vous voyez bien que souvent il y a des situations effectivement d'urgence, de stress, voilà. Et puis il y a une chose là, c'est la deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand on met en place des manières de faire, des protocoles, notre cerveau il a tendance à les automatiser pour que ça marche, pour que ça soit efficace. On a tendance à intérioriser ces comportements-là pour qu'ils deviennent automatiques. Et un comportement automatique, il y a moins de contrôle dessus. C'est comme en motricité, en psychomotricité. Quand on apprend un nouveau comportement, une nouvelle gestuelle, on va faire très attention. Puis au bout d'un moment, vous voyez bien qu'on ne fait plus, ça devient automatique. Et c'est quand c'est automatique que parfois, ça ne fonctionne plus comme ça devrait fonctionner. Et c'est là où justement on a besoin de quelqu'un d'extérieur qui va vous dire « Ah, fais attention, là c'est en train de dériver. » Voyez ? Et c'est ça qui est compliqué, mais effectivement, c'est une compétence qu'on devrait... Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a différents types d'observation. Oui. Mais pour être vraiment dans l'objectivité, hein, quand on veut vraiment être objectif, il faut vraiment au maximum essayer de se dégager de la situation. Hein. Se dégager, hein, parce que, voilà. Comme je vous dis, ne serait-ce que du point de vue cognitif, hein, c'est que notre cerveau, on dit qu'on est multitâche, ça c'est une grosse bêtise. Ni les hommes, ni les femmes, ni les jeunes, ni les vieux. Quand on se met en situation de double tâche, vous voyez bien qu'on gère au mieux ce qu'on peut. Et puis il y a plein de choses que parfois on gère
voilà, de manière un peu aléatoire. Hein. Le cerveau, il est fait pour se focaliser sur une tâche unique et précise. Voilà, mais d'autres... Je regarde un petit peu l'heure. Je vous laisse justement la parole, puisque le temps tourne. Puis ça me permettra de boire un petit coup. Oui, non ? Pendant que ça vous vient, enfin, si ça... Alors, justement, pour construire ces outils, dans l'autre groupe, on me demandait, mais est-ce qu'il existe des outils d'observation des grilles? Effectivement, il en existe des grilles d'observation. Mais moi, il me semble que ce qui est important, c'est que les grilles, elles soient construites toujours en lien avec la situation qu'on observe. Ça veut dire qu'il faut que ça soit une grille qui soit spécifique, propre à cette situation-là. Parce qu'une grille générale, elle ne va pas pouvoir vous permettre de capter la réalité d'une situation qui est unique. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on s'entende dans une équipe sur les critères qui concernent cette situation, cet enfant, cette relation ou autre. Voyez ? Ça veut dire qu'à chaque situation, on devrait pouvoir avoir des grilles complètement différentes, en fait. Oui ? Alors moi je suis vraiment très intéressée par ce que vous proposez et j'espère le partager à la fin de la séance avec tout le groupe, parce que l'observation aujourd'hui ça va revenir très à la mode avec le plan autisme et l'accueil et le fait d'accueillir des enfants avec des besoins spécifiques et en situation de handicap. Ce que vous pointez, c'est la singularité de chaque situation. Ce matin, on nous en a parlé beaucoup, Madame Munier. On nous en a parlé aussi cet après-midi avec Madame Thomas. Et c'est un enjeu majeur. C'est-à-dire qu'observer, c'est vous les premiers acteurs. Alors, je ne sais pas comment on va construire ça. Hein. Moi, je me saisis de ça, justement. C'est de se dire, aujourd'hui, qui sont les enfants que nous accueillons pour ensuite travailler sur cette observation, avec bien sûr des professionnels qui ont déjà un éprouvé. Alors voilà. Donc moi c'est ce qui m'intéresse, parce que du paramétrage et du standard, ce n'est pas possible. Alors c'est dur ce que je dis, parce que quand vous avez un enfant, un adulte pour 5 enfants, ça se saurait si on pouvait robotiser les crèches. Hein. On ne serait plus là et voilà. Donc moi je me saisis de ça pour dire qu'on a quelque chose d'innovant à construire là-dessus. Parce qu'on va nous imposer, alors quand je dis on, je ne sais pas, en tout cas c'est nous qui allons donner le tempo, c'est comment on accueille chaque enfant, chaque famille, comment il se déplace dans la famille par exemple, comment il se déplace à la crèche, voilà. Donc je me saisis de ça pour mobiliser les esprits de tous. Oui. Alors l'exemple que vous donnez est très pertinent, parce que quand on parle d'autisme, plan autisme, d'un point de vue technique, c'est difficile. On parle de troubles du spectre autistique. Ça veut dire que déjà là, il y a toute une palette de comportements, d'attitudes et de signes qui vont catégoriser l'enfant dans ce spectre-là. Donc vous voyez, il n'y a rien de manière standard. C'est impossible de déterminer un profil type d'enfant qui serait autiste. Voilà, déjà vous voyez. Par contre, comme je disais tout à l'heure, effectivement, dans les travaux scientifiques, on détermine des comportements, certains types de comportements qui pourraient laisser suspecter qu'il pourrait y avoir ce qu'on appelle des traits autistiques. Voilà. Donc, dans l'idéal, si on veut construire une grille pour justement éventuellement dépister, parce qu'on m'a parlé de dépistage dans l'autre groupe, effectivement on pourrait partir de ces signes-là. Ça veut dire que ces signes-là, on peut les retrouver chez un enfant, ça on peut le faire en tant que professionnel. Mais ces signes-là, donc c'est des signes qui doivent être communs, puisque c'est des signes qui ont été objectivés, qui ont été décrits par des spécialistes. Donc ces signes-là, on peut s'en servir comme critère pour essayer
Alors, généralement, chez un enfant, je démarre d'une autre manière. Chez un enfant, on va se dire, il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Sans vraiment savoir ce que c'est. Si justement on suspecte ou on veut aller de ce côté-là, on peut aller justement utiliser ces signes qui vont dire effectivement ces signes sont présents chez l'enfant. Donc cet enfant-là, il y a un truc qui ne va pas, ça devient déjà, cet enfant-là, il n'est pas en relation, cet enfant-là, il ne sourit pas. Vous voyez, on est déjà là-dedans. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ces signes présents que forcément l'enfant pourrait être diagnostiqué. Déjà, ce n'est pas vous, parce que du point de vue technique et légitime, ce n'est pas vous. Mais ces signes-là, vous pouvez les transmettre après dans un écrit, dans un rapport, dans une discussion à un professionnel qui techniquement va pouvoir les interpréter. Et vous voyez bien même que ce professionnel-là, lui, à un moment donné, partant de ces signes, peut vous dire « je peux pas diagnostiquer, je ne peux pas vous affirmer ». On va vous demander de continuer, il peut vous demander de continuer l'observation. Est-ce que ces signes-là restent présents? Est-ce qu'ils augmentent en fréquence, en nombre? Est-ce qu'il y en a des nouveaux? Est-ce que ça s'estompe? Et vous voyez bien là, votre observation, elle va venir aider justement le technicien du médico-psychologique à avoir des éléments pour lui après faire une interprétation, donc un diagnostic. Mais lui ne pourra pas parce qu'il existe très peu de... Enfin, il en existe quelques-uns, mais il existe très peu de tests standardisés qui permettent tout de suite de dire cet enfant, il est comme ci, il est comme ça. C'est un peu la discussion que j'ai eue avec vos collègues en bas, c'est que les tests standardisés, c'est quelque chose, sont des tests, c'est des grilles d'observation qui sont construits, mais qui sont construits à un moment donné, avec des populations données, à une époque donnée. Ça veut dire que si vous connaissez un petit peu ça, tous les tests psychomoteurs, ils sont révisés régulièrement de manière à être réactualisés. Ça veut dire que les observations qu'on pouvait faire sur des populations il y a 40 ans, avec cet outil-là, ne peuvent pas être reproductibles avec des enfants de maintenant, avec les populations de maintenant. Donc vous voyez, même les tests standardisés, ils sont pas, ils sont pas figés, ils sont en mouvement. Donc c'est pour ça que les grilles que vous allez faire, c'est des grilles qui doivent être en mouvement aussi. Voilà. Je ne sais pas si... Alors, ça s'appelle... Oui, une observation, ça commence par ce qu'on appelle la... Il faut être en capacité de... Alors, il faut être en capacité de... C'est une capacité attentionnelle. Voilà. C'est focaliser son attention sur quelque chose. Ça veut dire que l'attention d'un être humain, elle part sur des stimuli. Voilà. Et des stimuli, comme je disais tout à l'heure, il y en a beaucoup autour de nous. L'observation, c'est la capacité de focaliser son attention sur cela et pas d'autre. Et c'est ça. Et effectivement, il y a des personnes, en fonction de leur manière d'être, qui sont dispersées. Ça veut dire que vous leur demandez d'observer telle ou telle chose, ils commencent par telle ou telle chose, puis ils partent tout de suite dans d'autres choses où ils se laissent un petit peu... Ils se laissent un peu distraire. C'est toutes les problématiques qu'on retrouve chez les enfants actuellement, ces capacités attentionnelles ou le manque de capacité attentionnelle. On le retrouve chez les adultes aussi. Voilà. Ça veut dire qu'on n'est pas tous égaux justement face à l'observation ou en situation d'observation. Vous pouvez avoir des personnes qui, même avec des outils d'observation, vont à un moment donné se distraire. Moi je vois parfois des personnes qui oublient de remplir des trucs. Parce que ça demande vraiment une concentration, ça demande un effort cognitif quand même. Quand j'observe, il faut que je sois dedans et que j'y reste. Il ne faut pas que je me laisse distraire, qu'on ne vienne pas me parler. C'est pour ça que ça diffère un petit peu de la situation dont vous parlez, où là vous avez l'enfant qui réagit, la collègue qui passe, ça se déplace. Donc ça veut dire que c'est une situation d'observation où l'attention peut être parasitée par plein de choses. Voyez ? Donc effectivement, il y a ces capacités attentionnelles. Voilà. Et puis après, l'observation, c'est aussi une capacité, c'est une compétence qui se développe. Un enfant, il est capable de...
j'allais dire, de chercher. Je ne sais pas si vous avez vu, les petits, ils explorent toutes les potentialités du matériel. Ils peuvent tourner en boucle, si je peux utiliser ce terme-là, avec du matériel ou dans une exploration. Ça, c'est naturel. Mais après, vous voyez bien qu'au fur et à mesure, ils se distraient ou on les distrait. Et du coup, les gens perdent cette compétence qui est la compétence de se centrer sur quelque chose et de maintenir l'attention. Et effectivement, quand on arrive en bout de chaîne, quand on est adulte, ben, on peut être dans cette situation-là. Voilà. Après, effectivement, dans une équipe, peut-être que c'est pertinent de repérer qui est capable. Ça ne veut pas dire qu'on va dévaloriser la personne, hein, mais vous voyez bien que dans une équipe, on peut jouer sur les multiples compétences des personnes. Hein. On peut distribuer en termes organisationnels le travail en fonction des compétences de chacun. Des fois, ça se fait même de manière informelle. Hein. Toi, tu sais bien faire ça, tiens, tu le fais. Toi, tu le fais moins bien ou moins lentement. Alors, je ne porte pas de jugement de valeur, mais tu fais autre chose de manière plus adaptée, plus rapide. Hop, tu vas faire autre. Et puis ça, c'est tout. Après, ça, c'est le rôle un peu du responsable d'équipe d'aller jouer avec les potentialités, les compétences de chacun dans une équipe, hein, et de jouer sur la complémentarité. Oui. Je pense qu'il est aussi intéressant de marquer. Oh, pardon. Oui, oui. Je parle pas fort. Alors, oui. Voilà. Je pense qu'il est aussi intéressant de marquer le point entre, dans une observation, c'est intéressant de raconter les faits. C'est-à-dire, oui, on édite vraiment, on relève que les faits, parce que sinon on rentre après dans un phénomène d'interprétation. Oui, oui. Et parce que quand vous disiez par exemple tout à l'heure qu'il fallait revenir sur l'équipe, effectivement, et ben, je sais que par exemple une fois on m'a demandé de noter une observation, donc là je reste sur les faits et par la suite, ben, quand je reviens avec l'équipe, on commence à chercher des solutions en fonction des faits qui sont passés. Là on peut par exemple dire que l'enfant il est en train d'explorer, il est triste, voilà. Mais je pense que c'est vraiment important. En fait, oui, non, vous avez tout à fait raison, j'allais en parler. C'est justement le travail qu'on essaye de faire, nous, avec les élèves, les étudiants EJE, quand on leur propose ce journal d'observation. Le premier truc qu'on essaye de faire avec eux, peut-être que ça, vous le connaissez, vous en avez entendu parler, c'est de dissocier effectivement les faits des éprouvés. Et effectivement, dans une situation d'observation, il y a beaucoup de choses qui sont très factuelles. Hein. Les déplacements, les positions des personnes, les distances des uns par rapport aux autres. Est-ce que l'enfant il a des objets dans la main ou pas? Vous voyez, c'est très factuel ça. Et puis après, il y a ce que ça me fait vivre, ce que j'éprouve dans cette situation-là. Et déjà, si on arrive à faire ce travail-là, de repérer dans le réel ce qui est vraiment factuel et qui parle à tout le monde. Je suis debout, vous êtes assise, ça c'est factuel. Il n'y a personne ici, je pense, j'espère, qui pourra interpréter cette situation de manière différente. Par contre, après, on pourra dire elles sont assises parce qu'elles sont fatiguées. Lui, il n'est pas fatigué, il est debout. Lui, il veut se la jouer, il est debout. C'est peut-être vrai. Hein, il y a peut-être. Mais vous voyez, là, on est déjà dans des choses qui demandent une interprétation, qui prêtent à interprétation et qui demandent après à aller interroger les gens pour savoir réellement si c'est vrai ou pas. Voyez. Donc déjà, il y a ça. Hein. Faut toujours repérer dans le réel tout ce qui est factuel, effectivement. Hein. Voilà. Ça vous parle ou pas? Je suis désolé. Une dernière question, ou s'il y a ou pas, monsieur? Bon. Ben, je vous remercie pour votre présence, votre participation, et puis j'espère que... Voilà, que ça pourra vous aider dans l'observation.